cette volonté artistique, elle date d'il y a très longtemps et j'ai toujours voulu, depuis que je suis tout petit, faire de l'art, faire du théâtre. J'ai pris des cours de théâtre, faire de la musique, faire de la sculpture, de la peinture. Et puis à un moment de ma vie, enfin, quand j'étais plus jeune, j'ai compris que la vie de saltimbanque, c'était quelque chose de très compliqué. Et c'est que plus tardivement que je me suis remis à mes amours, effectivement. J'ai fait une première pseudo pièce, One avec Laurent Baffy. Et puis je me suis rendu compte finalement que j'étais beaucoup plus attiré par le stand-up et par la relation, le spectacle direct, la relation avec le public, l'échange. Et ça, c'est grâce à Kev Adams qui m'a invité un jour à un de ces festivals où j'étais avec beaucoup d'autres humoristes. Pour moi, l'important, c'est de partager avec le plus grand nombre et surtout avec monsieur et madame tout le monde et pas être exclusif pour une certaine catégorie socio-professionnelle. Parce que d'abord, le Kong, c'est un silverback, donc un gorille à dos argenté, qui est une espèce en voie de disparition. Et tiens, on va rebondir sur quelque chose, c'est intéressant, c'est qu'en même temps, je suis en train de développer aujourd'hui avec Raphaël Mezrahi un droit d'auteur pour les animaux en voie de disparition. Donc je vais prélever sur chaque animal qui sont vendus, qui représente une espèce en voie de disparition, un montant qui sera reversé aux associations caritatives du style WWF, Bardo, 30 millions d'amis, PETA, etc. Et c'est un projet qui me tient à cœur, initié par Raphaël, parce que c'est lui qui est un grand défenseur de la cause animale. Et donc du coup, ça déjà été quelque chose qui était présent chez moi, donc ça faisait sens. Pour revenir au timbre, effectivement, le Kong, c'est le film King Kong, avec ce monstre surpuissant, mais avec un grand cœur protecteur qui défend les faibles et les opprimés, qui n'est que du positif, que l'homme a du mal à comprendre, bien évidemment, puisqu'on a un rapport très particulier par rapport à l'animal. Enfin, c'est vraiment, en tout cas, pas mon clone, mais en tout cas mon avatar, on va dire, et ça me permet de pouvoir faire plein de choses. Et puis aujourd'hui, c'est une œuvre iconique qui est la plus copiée au monde aussi, et qui est très présente et qui fonctionne encore. Après, en ce qui concerne l'art animalier, en tout cas, effectivement, la sculpture animalière, c'est quelque chose en réalité qui est présent chez vous tous, parce que quand vous avez tous été petits, vous avez tous été à la maternelle et vous avez tous dessiné, sculpté des animaux, quels qu'ils soient. Il y a un rapport de l'enfant à l'animal qui est très présent. Après, où on continue à le développer ou pas, mais en tout cas, l'animal est très présent dans nos civilisations et ça depuis la nuit des temps. C'est un personnage assez marrant avec ses nanas, ses grosses femmes et tout, et ces choses très colorées, de seigneurs très très pop. Donc il y a un côté, oui, il y a un côté qui est très très ludique, je trouve, et très facile, et même pour des enfants effectivement, ou des gens qui sont des profanes, un peu comme moi qui ne comprennent rien à l'art, parce que d'abord faut-il comprendre quelque chose, mais en tout cas il y a une émotion immédiate et je rejoins un petit peu effectivement sa pensée et sa manière d'interpréter les choses. Alors, j'étais collectionneur d'art depuis que je suis tout petit, puisque j'ai pas les moyens, mais je collectionnais des lithos, des reproductions, effectivement. Après, j'ai une petite attirance et pour le pop art, mais ça c'est quelque chose dont effectivement je parle beaucoup dans le spectacle. Après on peut pas effectivement oublier Pablo Picasso qui a marqué son temps, qui a marqué son histoire, de par sa manière de faire, de par aussi sa notoriété, de par il a été connu de son vivant. Contrairement à des artistes comme Van Gogh par exemple, qui malheureusement n'a jamais vendu une seule toile alors qu'il en a peint près de 800, et que la seule qu'il a vendue, il l'a vendue pour l'équivalent de 50 centimes d'euros. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, ça vaut des centaines de millions. Donc Pablo Picasso a eu la chance de vivre de son art, donc il y a un côté très contemporain, et puis bon, on peut pas être indifférent à sa peinture. Alors là, on parle de quelque chose qui est très touchy, parce que Andy Warhol, effectivement, c'est une des personnes qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. C'était à la base un publiciste qui a été très très décrié, et puis qui était très protéiforme. Il a fait du cinéma, il a fait de la musique, il a repéré les Velvet Underground, à qui il a dessiné la pochette, il était très disruptif. Toutes les célébrités comme Marilyn venaient se faire tirer le portrait effectivement à la Factory. Voilà, c'est une histoire, il a fréquenté les plus grands de ce monde, et donc ce portrait fait partie d'une série qu'il a fait avec James Dean, avec Elizabeth Taylor, avec Mohamed Ali Cassius Clay, avec même Mao Tse-tung, des vaches, des cow-boys, enfin il était très prolifique. Je pense que Andy Warhol, il aurait vécu à notre époque avec avec Internet et la possibilité, il est déjà très grand, mais il aurait été encore beaucoup plus grand, il aurait été quelqu'un, je pense, d'absolument incroyable. Donc Andy Warhol, oui, ça reste pour moi un modèle, et surtout, en plus, un modèle, je vous dis, décrié au début, qui est capable de faire tout et n'importe quoi. Enfin, il y a une vraie intelligence derrière tout ça, quoi.
J'ai fait mon premier festival de Cannes, je crois que c'était en 2006, et Sharon Stone faisait un dîner dans le cadre de ses activités cinématographiques où elle voulait lever des fonds. Alors une partie pour du caritatif et une partie pour, je sais pas, des projets qu'elle avait. Et j'ai eu la chance de pouvoir exposer sur les tables du banquet, enfin du grand dîner qu'elle donnait, des crocodiles. C'était la seule œuvre que j'avais à l'époque, j'en avais pas d'autres, hein, j'avais créé que cette sculpture. Et elle en a acheté 2 et du coup on a gardé et nourri des relations et c'est vrai qu'encore je la revois encore de temps en temps. Elle en a acheté pour sa piscine. Elle m'a permis d'avoir une certaine... C'est passé la première fois que je passais dans le gala du coup, puisque on avait dit que Sharon Stone avait acheté la sculpture de Richard Lansky, etc. Donc ça m'a fait un petit peu de notoriété, un peu de buzz. Et puis bon, elle est charmante et puis on a pu faire plein de choses et depuis c'est vrai qu'on est resté amis, mais avec beaucoup d'autres, on va dire célébrités, mais en tout cas c'était, il y a eu elle et puis il y a eu Andy Garcia après au Festival du film de Deauville. Aussi avec qui j'ai eu des relations privilégiées en tout cas, et c'est vrai que c'était un petit coup de projecteur, on va dire. Les causes à la base qui me touchent le plus, c'est les enfants. Donc je fais beaucoup d'ateliers avec les enfants, avec l'hôpital Necker. On a récemment, il y a quelques années, avec la première dame chinoise et Brigitte Macron, moi j'ai donné un panda de 3,50 m de haut dans l'aire des handicapés mentaux de l'hôpital Necker. Je fais beaucoup d'ateliers à Garches par exemple. Après je soutiens beaucoup d'associations, notamment C'est que du bonheur, d'Omar Sy, d'LNC, ou Make-A-Wish, ou j'en sais rien, les rois du monde, enfin beaucoup les enfants. Les enfants c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors récemment, c'est vrai qu'il y a eu une chose très intéressante, c'est que j'ai pu exposer sur les Champs-Élysées. C'était intéressant, pourquoi? Parce que déjà, aucun artiste français jusqu'alors n'avait exposé sur les Champs-Élysées, et notamment sur le haut des Champs-Élysées. Des grands artistes comme l'école de Nice, comme Armand, César ou Klein n'ont jamais exposé. Les seuls qui ont eu la chance récemment, c'est les artistes italiens, chinois, japonais. Alors je sais pas, parce qu'il y a une espèce de ségrégation, on est peut-être un peu... On n'est pas chauvin en tout cas, nous on est le seul pays qui n'est pas chauvin. Nous on adore les étrangers, eux nous aiment pas trop parce que quand tu vas en Chine et quand tu vas aux États-Unis ou en Angleterre, tu verras il n'y a que des trucs avec les Anglais, les Chinois, mais nous, c'est la culture française ou parisienne, on aime bien plébisciter ce qui vient pas de chez nous, mais ça c'est pas grave, c'est un autre sujet. Mais en tout cas oui, c'était une vraie fierté d'exposer sur les Champs-Élysées, une exposition monumentale avec plein de sculptures, et puis de voir la réaction du public, les millions de photos qui ont été prises et la résonance internationale que ça a pu donner, et le rayonnement aussi de la France à l'international grâce à cette exposition était très intéressant. Puis les passants, enfin c'était vraiment un échange. Moi j'y allais en trottinette tous les matins et donc je voyais un petit peu toute cette cohue, cette foule qui s'amassait pour prendre des photos autour. Donc oui, c'était une vraie fierté et je suis très content de cette opération. Je ne sais pas s'il y a une consécration, en tout cas c'est toujours sympa d'être dans un grand mess de l'art contemporain. En plus l'emplacement est assez dingue puisqu'on est dans un immense parc, entre les arsenaux et l'endroit où se tiennent les pavillons internationaux. Un passage obligé qui relie les deux endroits d'exposition de la Biennale, et d'exposer sur l'eau dans cet endroit mythique avec c'est des centaines de milliers de spectateurs qui viennent voir les œuvres gratuitement à ciel ouvert. Donc c'est quelque chose pour moi qui est effectivement très important, qui fait du sens. Et puis c'est encore une manière de rendre l'art accessible, l'art pour tous, et de partager en tout cas des émotions avec le plus grand nombre. Et on a vraiment, c'est très récent cette exposition, et du coup il y a déjà beaucoup de retombées positives. La mairie en a parlé, donc j'étais très fier, la mairie de Venise, donc c'était quand même aussi une fierté. Enfin de toute façon je pense que dans la vie il faut faire des choses et puis après voilà, et savoir apprécier le résultat quel qu'il en soit. Ah là c'est super, on dirait, ça me ressemble, ça c'est marrant, on dirait que je suis sur un timbre là. Ah bah oui c'est moi on dirait. C'est drôle, non, j'aurais jamais imaginé effectivement que je puisse être sur un timbre. Enfin c'est un peu faux ce que je dis, puisqu'il y a quelques années j'ai réfléchi à travailler sur un timbre avec la Poste. Je sais pas pourquoi on n'avait pas abouti d'ailleurs, mais il y a eu un sujet il y a quelques années. J'ai été collectionneur de timbres en plus. C'est ça qui est assez drôle, c'est que dans le passé j'avais mon grand-père, mes grands-parents collectionnaient, etc. Et j'avais des immenses livres avec plein de timbres, avec toutes les choses compliquées liées au timbre, les oblitérés, non oblitérés, neufs, pas neufs, et toutes les petits tips qu'on doit connaître par rapport à ça.
j'écris peu, pour être tout à fait honnête, mais je trouve que du coup ça donne tout son sens à l'écriture. Quand on écrit rarement, mais pour des raisons peut-être importantes, pour des messages importants qu'on ne va pas faire par mail, qu'on ne va pas faire par WhatsApp, qu'on ne va pas faire Internet, qu'on va peut-être justement, quand on veut peut-être marquer le coup pour des raisons, j'en sais rien, des raisons sentimentales, des raisons graves, des raisons un peu avec, où il faut y mettre un peu les formes, peut-être pas politique, mais je sais pas. J'ai été récemment décoré je suis officier maintenant des arts et des lettres. Donc toutes ces petites choses, il y a un côté quand même avec du beau papier, un timbre, une enveloppe, il y a quelque chose d'assez solennel, en tout cas un truc qui me parle beaucoup. Et puis je collectionne aussi les lettres que j'ai pu avoir de mes grands-parents, de mes parents, avec une vraie histoire. Qui est complètement différente, où on peut lire des choses qu'on ne lirait plus aujourd'hui. J'ai récemment relu le journal de ma grand-mère et qui écrivait à son journal et elle dit aujourd'hui bonjour journal, etc. Donc, ça me replonge dans quelque chose, dans une histoire, dans mon passé en tout cas, et dans peut-être quelque chose que j'ai même pas connu, parce que je retrouve des choses que j'étais pas encore né quand ma grand-mère avait écrit ça. Et je trouve qu'il y a un côté quand même historique, un côté profond et qui a du sens, qui a du fond, et qu'on a peut-être un peu perdu aujourd'hui avec la rapidité de consommation, avec la vitesse dont les choses elles sont prises. Et je crois qu'on s'est un peu éloigné de l'essentiel, mais je pense qu'à un moment on y reviendra, parce que sans ça, on parle du virtuel aujourd'hui, on est dans des choses, dans le métaverse, avec les NFT, avec des écosystèmes assez particuliers, mais je crois que le physique et toutes ces choses-là ont vraiment du sens, parce que nous on a besoin de vivre, de manger, d'aimer, de faire des choses, d'être malade, de guérir, et ça malheureusement avec le virtuel ça ne pourra pas fonctionner. Mais voilà, le courrier, l'écriture, le timbre sont des choses qui font partie de la vie et que je pense qui perdureront avec le temps. Merci à vous.